Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que je suis là, surtout aujourd'hui? Je pense que c'est important de vous préciser le contexte. Aujourd'hui, on va parler de rétro-ingénierie. Si vous voulez, il y a encore temps de sortir. Premièrement, je suis pianiste à mes heures perdues. Donc qu'est-ce que ça veut dire mes heures perdues? Je suis pianiste amateur déjà. Quand on a des enfants et une vie de famille, c'est compliqué avec le boulot de trouver le temps. Donc en général, on joue la nuit. Les voisins, ils n'aiment pas trop. La famille, elle aime encore moins. Et donc très vite, s'est posé la question de trouver un instrument silencieux. Qu'est-ce qui est important pour quelqu'un qui joue du piano et qui aime le piano? La première chose, c'est que ce soit un instrument authentique. Donc il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire authentique? On attend plusieurs choses. On attend que le toucher soit authentique. Donc la matière, peut-être le bois, ça va être du bois, ça va y avoir un certain vernis. La résistance à l'enfoncement, ce qu'on appelle le poids des touches au piano. Les variations qu'on peut avoir aussi d'une touche à l'autre, parce que les marteaux qui sont tout en bas sont plus lourds, sont plus gros que ceux qui sont tout en haut. Donc en général, les touches d'en bas sont plus lourdes que celles d'en haut. Il y a plein de choses. Il y a aussi des imperfections qu'on retrouve sur un piano, qu'on ne veut peut-être pas avoir sur un clavier numérique. On veut peut-être aussi retrouver ces imperfections. Pareil, au niveau du son, à quel point ça sonne comme un vrai piano. Il y a plein de paramètres dans un système dont le système de reproduction. Quand on a les haut-parleurs, si les haut-parleurs sont pas bons, ça fonctionnera pas. Depuis les années 80, il y a eu beaucoup de progrès sur ce côté-là aussi. Et on s'approche sans cesse de la perfection sur le son, mais il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre un vrai piano et un piano numérique. Et pareil, on recherche des imperfections comme sur le toucher. Et il y a autre chose qui est important, c'est l'adéquation de la réponse. Si je joue déjà ça va jouer la bonne note, que ça va jouer la bonne note au moment où j'appuie et avec la bonne intensité. Si j'appuie plus fort, ça va appuyer plus fort, etc. Voilà, il y a peut-être un point de saturation parfois, il y a des choses à travailler en tout cas pour arriver à avoir cette adéquation de la réponse qui soit au mieux. Et donc, pour avoir au moins la partie touchée, je me suis dit, je vais faire l'acquisition d'un système silencieux sur mon piano acoustique, plutôt que de partir sur un piano numérique sur lequel j'aurai le toucher qui ne sera pas forcément le meilleur. Même si, pareil, ils ont fait beaucoup de progrès dessus. Et petit à petit que j'ai commencé à utiliser ce système, je me suis dit, tiens, si je pouvais faire +1 sur le son. J'ai découvert un outil qui s'appelle Pianothèque, qui tourne sur PC. L'entrée, c'est du protocole MIDI. Protocole MIDI, ça veut dire quoi? On lui fait entrer une série de notes qui sont vraiment sous forme de nombres. Je lui dis, c'est telle note, ça correspond à tel numéro, et c'est telle intensité avec laquelle c'est joué. Et je dis aussi que c'est vraiment des événements. Je dis quand est-ce que ça s'arrête. En gros, c'est du protocole série. Ça, c'est l'entrée. Et la sortie, il va aller synthétiser le son. Donc il y a plusieurs façons de synthétiser. Il y a du sample où on va dire j'enregistre toutes les touches inimaginables et possibles à différentes intensités. Et il y a aussi cet outil-là, il a pris le parti de dire en fait ça fait quoi quand on prend un marteau et qu'on tape un marteau de piano et qu'on va taper sur une corde? C'est quoi le phénomène acoustique qui se produit? Et on va modéliser ce phénomène. Et donc on a un logiciel qui en temps réel reproduit la synthèse sonore. Et donc on a quelque chose de très riche. Donc en utilisant ce logiciel, je l'ai branché directement sur mon Saiyan piano, puisqu'il y a une sortie MIDI, c'était l'occasion. Et donc j'ai fait un +1 sur le son. Super. Par contre, l'adéquation, j'ai perdu un point, parce que j'ai eu une latence au moment où je me suis branché sur le système MIDI. C'était embêtant. Cette latence, ce qui est bizarre, c'est que mon système silencieux, quand je le branche au casque, il sait gérer du son sans latence. Mais dès que je me branche avec la sortie MIDI, j'ai de la latence en plus, peut-être une dizaine de millisecondes, en tout cas quelque chose de perceptible. Ça reste jouable, mais c'est dérangeant. C'est comme si on jouait, c'était une forme d'écho, surtout quand on joue des accords très secs, on a l'impression que ça arrive après. Donc je me suis dit, je vais corriger la latence. Enfin, je vais voir comment corriger la latence. La première chose que j'ai fait, je me suis placé en tant que consommateur. J'ai retrouvé l'entreprise qui est à l'origine du produit, parce que ce produit, il a été brandé, rebrandé de multiples fois. Donc l'entreprise originale s'appelle USR Lab, elle est en Corée du Sud.
Et son produit original s'appelle Genio. Donc je leur ai écrit, et donc on ne voit pas très bien, mais les mots que j'ai indiqués, c'est clairement, moi j'ai testé mon système avec un autre clavier MIDI, ça fonctionne très bien, j'ai pas de latence. Là je le teste avec celui-ci, avec le même setup, sauf que je le teste en sortie du piano, ça fonctionne pas, et je leur demande qu'est-ce que je peux faire. Et là-dessus, je suis étonné, c'est que j'ai une réponse, USR Lab me répond. Et déjà, c'est très drôle parce qu'ils me disent on admire la passion que vous avez pour notre système. Ils me disent nous aussi, on utilise le même outil Pianotech pour tester à notre centre R&D. Vous avez peut-être un problème de vitesse, soit sur le câble USB ou sur le port USB. Après, ils m'ont dit Pianotech, il y a aussi de la configuration. Mais Pianotech, je le connaissais puisque la configuration, j'étais capable de la faire avec un autre clavier. Donc, je n'étais pas forcément satisfait de la réponse. Donc, la tentative de placer en tant que consommateur, ça ne l'a pas fait. Et donc, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller par mes propres moyens. Et donc, si j'arrive à capter le signal en amont des conversions, donc du module qui fait la conversion, je dois pouvoir limiter la latence en traitant directement le signal à la source. Et je me suis pris, le chemin était long, je me suis pris quelques murs et ça m'a donné envie de le partager, de partager un retour d'expérience. Et puis parce que c'est une expérience un peu unique, j'ai trouvé personne encore qui a fait ça dans ce contexte-là. Et ce retour d'expérience, il peut être quand même valable pour plein d'autres expériences de reverse engineering. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont déjà fait du reverse engineering de protocoles comme ça en allant se sniffer ce qui se passe dans les tuyaux. Ok. Est-ce qu'il y en a qui envisagent de le faire? Ok, il y a quelques mains levées quand même. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait faire gagner du temps aussi, parce que les murs que je me suis pris, vous risquez de vous les prendre aussi. Donc j'ai soumis un CFP, et puis la suite, vous connaissez. Donc je m'appelle Olivier, je suis Cloud Builder. Aujourd'hui, j'ai une émotion toute particulière en présentant mon talk dans ces locaux, puisque j'étais dans ces mêmes locaux il y a 25 ans, et surprise, il n'y a rien qui a changé. Donc quelque part, ça peut faire peur, mais je pense que c'est une leçon du point de vue de l'écologie. Je travaille chez Whiskel, qui est une super ESN où on fait plein de trucs cool avec des gens très talentueux. Et donc j'ai un côté geek, donc papa je vous l'ai dit, j'adore la musique et j'adore aussi tout ce qui est, j'ai une appétence forte pour tout ce qui est product ownership et donc parfois ça m'arrive de me déguiser en PO. Et donc Whiskel, l'entreprise dans laquelle on est, organise la conférence de l'année sur le platform engineering en fait, avec de sacrées têtes d'affiche. Vous avez Luca Galente et Kelsey Hightower. Donc le 16 octobre 2025, je pense que le CFP est sur le point de fermer. Donc si pareil pour le Super Early Bird, donc si vous voulez venir ou si vous voulez soumettre des confs sur du platform engineering, c'est encore le moment. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont déjà soumis. Voilà, et donc le sommaire, je ne vais pas vous parler du pourquoi en fait c'est déjà fait. Ensuite, ce pourquoi vous êtes venu, un voyage autour de la rétro-ingénierie, une démo en espérant que ça se passe bien, et un petit takeaway. Donc je vous présente mon rameau, piano droit rameau 114 parce que c'est la taille du piano, c'est comme ça qu'ils sont référencés. Et donc ce piano, comment ça fonctionne, un système de silencieux, c'est pas moi qui l'ai posé, c'est une personne qui est spécialisée, c'est un accordeur qui est spécialisé, qui revend ce genre de système. J'ai sous le clavier, donc ce que vous voyez en vert et rouge, c'est des systèmes pour guider la touche et pour la faire pivoter, mais ce que j'ai entouré en vert d'eau, c'est une barre de capteur qui est sous le clavier. Et souvent, on voit la petite loupiote rouge, ça s'allume en rouge pendant 1 à 2 secondes au moment du démarrage. Si je zoome sur cette barre de capteur, voilà, on voit en fait on a un capteur optique par touche. Et c'est cette barre de capteur qui fait tout le clavier, elle est reliée à ce que j'appelle une unité de contrôle. Il l'appelle un petit peu différemment dans la doc, mais c'est pas grave, on va l'appeler unité de contrôle ou module de restitution sonore. Si je le déroule, voilà, ça donne ça ressemble à ça. Qui sait quel sens de l'observation? Qui sait qui l'a vu sur la première photo, ce module, sur la photo du piano? Ok, je vous remontre. Ouais, en même temps, il n'y a pas beaucoup de contraste. Voilà, donc il se situe ici.
Je suis sûr qu'il y a des archis ou des devback qui vont me dire mais il est où le diagramme d'archi, donc le voilà. Donc comme je vous disais, la partie sensor qui se trouve sous les touches, l'unité de contrôle ici, ou unité de restitution. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux se connectent via un câble USB. Donc, je commence mon reverse engineering, c'est génial, il y a un câble USB sur le rail de capteur. Je vais brancher mon PC dessus et je vais voir ce qui sort de là, je vais regarder ce qui se passe. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et donc, mon PC branché, je check les logs du kernel Linux, j'ai rien de détecté côté USB. Par contre, j'ai le rail, je vois bien qu'il s'allume, hein, parce qu'à travers les touches, on voit que le rail est allumé, et il ne s'éteint pas, comme il devrait s'éteindre au bout d'une ou deux secondes. Donc ça ressemble à un USB, hein, ça a la forme d'un USB, mais ce n'est pas un USB. Donc c'était une fausse bonne idée de me brancher là-dessus. C'était une fausse bonne idée parce que là, j'ai rebranché à l'origine, et je m'en tire bien, le système continue de fonctionner, le système repart sans séquelles, mais il y aurait pu avoir de la casse, parce que c'est clairement pas de l'USB. Et donc, première leçon que je me suis pris, c'est qu'il ne faut pas tenter d'interagir avec un système inconnu. Un système dont on ne sait pas comment il fonctionne, même si on a l'impression que ça fonctionne d'une certaine manière. Tant qu'on n'a pas déterminé le mode de fonctionnement, c'est dangereux de se dire je vais m'interfacer avec de la manière dont je pense que ça fonctionne. Le mieux, c'est de commencer par effectuer des relevés et, si possible, le moins intrusif possible. Ça vous fait peut-être penser à l'observabilité. Quand on parle d'observabilité, on n'est pas censé impacter, quand on met une sonde d'observabilité, on n'est pas censé impacter le comportement d'une application. C'est pareil, là, vous ne devez pas impacter le comportement de votre piano, enfin de votre système, de votre équipement. Le meilleur outil là-dessus, ça peut être l'oscilloscope. J'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. J'en avais pas à ce moment-là, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Au début, c'était pas forcément la meilleure idée. Donc je me suis équipé. La première chose que j'ai pris, c'est un analyseur logique. C'est le modèle de base. Donc qu'est-ce que c'est qu'un analyseur logique? Ça permet de mesurer des signaux numériques. Quand j'entends signaux numériques, ça veut dire qu'on mesure uniquement les niveaux logiques. Soit c'est du 0, du 5 volts, ou du 0, 3 volts 3. On mesure un état haut, un état bas, et on regarde ce qui se passe dans les tuyaux à partir du moment où je suis sur un signal numérique. Si je suis sur un signal analogique, je ne vais pas capter grand-chose. Quand je dis signal analogique, c'est-à-dire quelque chose de continu. Et donc pour continuer dans l'outillage, j'ai pris un modèle qui était compatible avec Linux, et d'ailleurs il y a un outil qui s'appelle Sigrok sous Linux, hein, avec un front-end qui s'appelle PulseView, qui est fait justement pour faire l'analyse de trames réseau comme ça, une fois qu'on les a. Et une fois qu'on a obtenu les bits, je vais dire vraiment tous les 1 et les 0, PulseView nous propose pas mal d'options de décodage depuis des protocoles connus, un peu comme Wireshark le fait pour tout ce qui est protocole plutôt Ethernet. Et donc là, sur la photo, on voit du protocole I2C. Et donc ça, c'est pratique parce que du coup, dans mon environnement, je peux utiliser ça. Donc, je vais aller me brancher sur le système. Je vous montrerai tout à l'heure sur la démo comment. Et je vais zoomer. Là, on voit premier relevé. C'est pas très lisible, mais en gros, j'ai deux lignes que je relève, plus la masse en général. On a toujours un référentiel qui est la masse. J'ai deux lignes, et si je zoome sur l'endroit qui est encadré en verre d'eau à nouveau, je vois plusieurs choses. Je vois des choses qui reviennent souvent, que j'ai entourées en gris. Je vois des choses qui sont un peu plus random, les trucs verts et les trucs rouges. Et donc, ce qui se passe, c'est que très vite, je vais pouvoir, en fonction de ce que je joue, interpréter à quoi ça correspond par déduction. Et donc, j'ai une première victoire, c'est que j'arrive déjà à lire les signaux. Je vois qu'il y a deux lignes qui sont utilisées pour envoyer les messages. Il y en a une qui est pour tout ce qui est message régulier, ce que je vais appeler des battements, sur des 0. Et sur la ligne du bas, des 1. C'est pour répondre à ces messages réguliers au battement. À chaque fois qu'il y a un battement en haut, il y a un battement en bas qui vient juste après. Et j'ai des signaux. Les signaux en vert, en fait, c'est l'enfoncement d'une touche. Et le signal en rouge, c'est le relâchement d'une touche. Et on va zoomer un peu plus. Si je zoome sur un de ces sur l'enfoncement ici, à quoi ça correspond? En fait, je m'aperçois que j'ai en fait, une série de choses où parfois je suis en haut, parfois je suis à l'état haut, parfois je suis à l'état bas. Et si je compte, j'ai à peu près 59 bits. Donc là, il y a deux choses qui me gênent, pas vous?
Ouais, puissance de 2, effectivement, je m'attendais au moins à avoir un multiple de 8 parce que je me suis dit, je vais avoir peut-être des octets. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui vous gêne? Et bien là, la granularité, je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit suffisante. Est-ce que j'ai des erreurs d'approximation? Est-ce qu'il y a eu un loupé? J'en sais rien. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un peu plus et je vais aller échantillonner plus précis pour m'assurer que, alors là, ça se voit pas bien, mais en fait, sur les moments où j'ai vraiment les petits créneaux, j'ai 4 relevés à chaque fois. Et donc, je me dis, OK, a priori, je peux considérer que j'ai pas eu de moment où j'ai loupé des choses. Et donc, je ne suis pas passé à côté d'un échantillon. Et donc, je suis toujours sur la même chose. J'ai 59 bits qui sont présents ici. Donc, l'apprentissage numéro 2, vous l'avez peut-être déjà entendu, celui-ci, le théorème de Nyquist-Shannon, ou Shannon-Nyquist, ou théorème d'échantillonnage. La représentation discrète d'un signal existe des échantillons régulièrement espacés à une fréquence d'échantillonnage supérieure au double de la fréquence maximale présente dans ce signal. C'est-à-dire que si vous échantillonnez à la même fréquence que votre signal, vous avez le risque qu'à un moment, il y a quelque chose qui soit passé et que vous soyez passé à côté. Donc, il faut échantillonner au moins au double. Donc là, il ne faut pas hésiter à sélectionner une fréquence vraiment très en excès pour pouvoir s'assurer qu'on loupe rien et justement savoir à quelle fréquence on est. Donc là, j'étais à 4 mégabits. 4 mégabits, je vois que j'ai 4 fois trop, donc je suis effectivement à un échantillonnage qui est à 2 mégabits, ça m'aurait suffi, et j'ai une fréquence qui est à 1 mégabit sur mes 59 bits de tout à l'heure. Ok, on va aller plus loin. On va tester le décodage, puisque là j'ai que des bits. Je vais aller tester le décodage sur des protocoles connus. Et donc les protocoles connus, quand on demande à PlusView quels sont les protocoles qu'il connaît, il y en a quelques-uns. Il faut choisir. Alors évidemment, je ne vais pas essayer HDCP ou Commodore+, mais je vais me concentrer sur les plus connus, en tout cas ceux dont j'ai entendu parler. Et donc, dans ceux où j'ai quelque chose qui marchote, où j'essaye avec plusieurs options, c'est le décodage UART. Le décodage UART, c'est celui que vous avez la plupart du temps quand vous faites du protocole série, que vous envoyez des données sur 2 fils, un fil pour envoyer, un fil pour recevoir, et un autre fil de référence, la masse à nouveau. J'ai des choses qui sont bizarres, notamment on voit qu'il y a des espèces de trous entre le 4e octet. Là on voit en violet il m'a décodé des octets entre le 4e et 5e octet, et pareil entre le 5e et le 6e j'ai des trous. J'ai un break condition aussi. Bon, ok, j'essaye de donner un sens quand même à ce que je reçois. Et donc ce qui est chouette, c'est que là, je vois quand même déjà que j'ai 6 octets. Et donc, je vois que j'ai des choses reproductibles aussi. Donc tout ça, ça va m'intéresser. J'essaie de comprendre, justement, quand je fais l'enfoncement, le relâchement, les différentes choses que j'ai en commune. Et ben, je vois que j'ai à chaque fois le début, les 2 premiers octets, c'est toujours les mêmes. Donc déjà, ça c'est bien. Mes messages périodiques, c'est toujours les mêmes aussi, c'est 3 octets. Et que ce soit d'un côté un battement qui est envoyé ou le battement qui est renvoyé de l'autre côté, l'acquittement, c'est le même. Je vois que j'ai des choses qui varient pas trop en dernier octet, et j'ai un ventre mou en noir au milieu qui doit certainement avoir une signification. Et je teste, je reteste, j'essaie de trouver une logique et je ne comprends pas. Et donc, je laisse passer le temps, je laisse reposer quelques semaines, voire quelques mois. Et un peu plus tard, je retente l'affaire et je me suis rendu compte qu'il y a une option que je n'avais pas envisagée qui s'appelle InvertRx, InvertTX. Alors cette option, c'est rare qu'on ait à l'utiliser, mais en fait, la plupart du temps, quand vous avez du UART, par défaut, vous êtes sur le schéma du haut, à savoir, quand vous n'avez pas de signal, vous êtes sur du niveau haut. C'est tout bête, mais ça permet de vérifier que ma ligne elle est bien active quand j'ai pas de signal. Là, c'est l'inverse. Ici, mon niveau bas, c'est le niveau où j'ai pas de signal. Et donc, il fonctionne complètement à l'envers. Et donc, forcément, quand je lui ai demandé de décoder avec le signal en bas à la place de ce qui s'attendait à avoir un signal en haut, il avait quelque chose qui lui donnait des résultats, mais qui n'était pas du tout ceux attendus. Et donc là,
je vous remontre ce que j'avais en haut avec première tentative de décodage. Quand je le fais passer en inversant les niveaux logiques, enfin niveau haut et niveau bas, là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus, qui me paraît beaucoup plus sain. Donc j'ai 6 octets toujours. Et j'ai mis d'autres options. Enfin, en gros, je suis à 1 MHz, 1 bit de stop et pas de bit de parité. Alors, j'ai 2 nouvelles intéressantes sur mes motifs. J'ai toujours mon ventre mou qui est là, les deux octets du milieu là, en noir. Je vois 8101 qui est quelque chose qui ne change jamais. Et à droite, pareil, j'ai quelque chose qui revient souvent. J'ai du 50, c'est de l'hexadécimal à chaque fois, 50, 60, 40, 70. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une variation 15, 14, 19, 18. Donc là, les touches que j'ai fait, c'est le La 0, c'est le premier La du piano. La dièse, Si, c'est vraiment 3 notes contiguës. Et je vois que j'ai des choses qui sont assez proches quand même. Et sur les relâchements de touches, je vois à chaque fois 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je me dis, tiens, j'identifie un pattern déjà. Enfin, j'identifie 2 patterns. Et en plus de ça, la partie rose, elle croît. Si je regarde à chaque fois, au relâchement par exemple, elle croît au fur et à mesure que je vais sur une note plus aiguë. Donc j'ai vraiment une notion d'ordre que j'identifie ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me focus sur tous les relâchements, puisque j'ai une partie qui est à 0, ça m'arrange, ça va être plus simple. Et donc je regarde sur toutes les touches, et donc effectivement je vois vraiment la partie croissante sur tous mes signaux. Là, si j'arrive sur le Fa dièse 1, après j'ai quelque chose qui change un peu sur le sol, où je m'aperçois que le 0,1 qui était toujours le même, 81,01, ça devient 81,02. Si je vais encore un peu plus loin et que je me focus uniquement sur le 2e et 3e octet, je vois ce qui bouge. Je vois que j'ai des zéros en fait de temps en temps qui sont jamais utilisés. J'ai des choses qui sont toujours à 0. Et ce qui bouge, en fait, j'ai 4 octets au milieu 4 bits par exemple, au milieu du 3e octet et les 3 derniers bits du 2e octet. Tout ça, je vais les mettre, je vais les rassembler. Je vais enlever tout ce qu'on appelle du zéro padding. Et donc, je pack tout ça et mis bout à bout, à chaque fois, je m'aperçois que j'ai effectivement un nombre, 21 pour la note la plus grave, 108 pour la note la plus aiguë. Et si je regarde le protocole MIDI dont je vous parlais tout à l'heure, là, en bleu, en vert d'eau, à nouveau, j'ai entouré le A, ce qu'ils appellent le A-1, que j'appelle moi le La 0, c'est bien 21, et le C7 que j'appelle le Do 8, le dernier Do du piano, c'est bien 108. Donc en fait, j'ai quelque chose qui respecte quelque part, qui s'appuie sur le standard MIDI. Donc deuxième victoire, je sais reconnaître la hauteur des notes. Je sais où c'est localisé, voilà. Donc c'est super, ça va me servir pour la suite. Pour les notes on, donc les notes on, c'est les moments où j'appuie sur la note, je reprends une même note, le Do ici, et j'appuie plusieurs fois de plus en plus fort sur cette note. Et donc pareil, je regarde ce qui varie. Je me rends compte que ce qui varie, c'est la partie en vert, où pareil, c'est croissant. Et il y a un petit morceau de la partie en rose aussi, puisque j'ai un 0, et à un moment ça passe à 1. Et donc pareil, je vais aller prendre les choses qui m'intéressent là-dedans, par paquet. Quand je les remets ensemble, je m'aperçois que je sois sur le relâchement ou l'enfoncement, en gros, la première partie, ça correspond à 72 à chaque fois, c'est mon Do 5, c'est toujours la hauteur de note. Et à droite, si je prends, alors j'avais 1 bit d'un côté et puis 6 bits de l'autre, ça me fait 7 bits, ça me fait une vélocité qui est comprise entre 0 et 127. Et donc c'est ça qui va me dire à quelle vitesse ou à quelle tension j'enfonce une note. Donc, troisième victoire, je sais reconnaître la vélocité à l'enfoncement, ce qu'on appelle le note on. Je sais où est-ce qu'elle est localisée, pareil, et j'ai des valeurs entre 0 et 127, ça respecte aussi le standard MIDI. Et je remarque aussi que le relâchement, la note off, c'est équivalent à un note on, à un événement note on, mais avec une vélocité de 0. C'est une variante qui est documentée également dans le protocole MIDI. Troisième apprentissage, c'est très important quand vous avez plusieurs paramètres, de séparer les paramètres et de regarder lequel, d'en faire varier un seul à la fois. Ça va éventuellement de commencer par le plus facile, en tout cas, petit à petit de procéder par élimination, et avec des valeurs théoriquement proches pour voir aussi ce qui varie et qu'est-ce qui reste proche.
ne faut pas hésiter à repasser sur d'autres bases, sur du binaire, sur du décimal, et de paquer les choses, d'enlever vraiment les zéros qui servent à rien pour faire apparaître les motifs. Autre apprentissage, c'est toujours bien d'identifier, de se documenter sur le protocole. Le nombre de fils, le domaine d'application, si je suis dans l'automobile, j'aurais peut-être affaire à un Buscan. Dans l'audio, j'aurais du Li2S. Enfin, on a plein de protocoles qui ont vraiment leurs applications. Et donc, suivant ce sur quoi vous êtes, documentez-vous sur ce qui est le plus probable parce que ça va vous aider à savoir quel est le protocole juste au-dessus des bits. Voilà, la typologie, ça peut vous aider aussi. Est-ce que je suis avec quelque chose où ça discute vraiment de pair à pair, ou est-ce que c'est plutôt un vrai bus avec du broadcast, etc. La vitesse minimum requise, ça peut vous donner plein de choses pour pouvoir identifier le protocole derrière. Et aussi la probabilité de rencontrer le protocole. Si vous prenez un protocole qui a disparu depuis les années 80, c'est probable que ce ne soit pas celui-là, sauf si vous avez quelque chose qui date des années 80. Je vous ai mis 2 liens, mais il faudra que je vous les mette quelque part ailleurs. En gros, c'est justement ça compare pas mal de protocoles et ça vous donne toutes les billes pour pouvoir retrouver là-dessus. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous documenter. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 octets variables. Octets variables mais déterministes, parce que quand mes 4 premiers octets sont fixés, quand j'arrive toujours à quelque chose qui est la même chose sur mes 4 premiers octets, ma partie en bleu, elle est toujours la même aussi. Donc c'est déterministe. Qu'est-ce que c'est? Félicitations, c'est une checksum. Oui, mais quelle famille de sommes de contrôle en fait? En fait, c'est le plus évident, c'est le CRC. CRC, c'est le contrôle de redondance cyclique. Si vous voulez, j'ai fait un talk là-dessus à Tourentech, n'hésitez pas à regarder, ça s'appelle le CRC raconté à ma grand-mère. Expliqué à ma grand-mère. Donc là, c'est un CRC sur 2 octets, donc c'est du 16 bits, donc c'est du CRC 16. Et donc, il existe aussi sur le web des choses comme CRC-Cal qui vous permet de prendre des CRC connus, puisque ça repose sur des diviseurs, et donc de prendre des CRC connus et de dire, tiens, effectivement, là, c'est celui-ci. Et donc, d'identifier le bon CRC. Et donc, voilà, j'essaie de trouver le bon CRC, et en fait, je m'en sors pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un appel à un ami. Bonjour, je vais te donner une liste de mots de 6 octets. Il y a une relation entre les 2 derniers et les 4 premiers. Merci de me donner la relation qui existe. Et là, bingo, il me donne l'algo que j'attendais, à savoir, je ne l'aurais pas deviné, il va me prendre le truc, il fait un shift de 4 bits, j'ai une valeur de base qui est à 40, etc. Voilà. Et donc, du coup, je lui dis, super, file-moi les tests unitaires. Et puis, une fois qu'il m'a filé les tests unitaires, que je teste ça, s'ensuit un échange. Tes tests unitaires, ils ne fonctionnent pas, tu peux corriger? Oui, bien sûr, merci pour ce retour, etc. Il me redonne une correction. La formule ne fonctionne pas. Merci pour ta patience. Bon, au bout d'un moment, j'abandonne. Et donc, je tente une 3e solution. J'ai toujours pas de solution. En fait, même j'abandonne complètement. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de vérifier cette somme de contrôle? Parce qu'en fait, moi, pour mes besoins, j'en ai pas forcément. Ça pourrait fonctionner sans. C'est juste que s'il y a des choses qui circulent qui sont pas bonnes, je pourrais pas le vérifier. Est-ce que je peux me remettre ça plus tard? Et en fait, quelques mois plus tard, donc là, vous avez deviné la méthode. Exactement, du brute forcing. Donc, je vois que déjà, il y a certains bits qui varient dans la checksum, d'autres qui sont toujours à 0. Et donc, je teste des XOR, donc des opérations booléennes, entre certains bits des 4 premiers octets, qui varient, pareil, des bits qui varient, et j'essaye d'obtenir un des bits de sortie sur mes 2 derniers octets. Et donc, sur quelques cas, j'arrive à un résultat qui fonctionne pour ma liste complète de valeurs. Donc c'est réalisable à la main. Pour d'autres cas, j'ai beaucoup de mal à l'identifier, donc je finis par tester toutes les combinaisons, et donc c'est là que le brute force fonctionne et me donne des résultats. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est implémenté. Et donc effectivement, l'octet, alors le 4, c'est l'octet numéro 5, le bit de poids faible, je crois que je l'ai mis dans ce sens-là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il dépend de 8 bits des 4 premiers octets, donc je ne l'aurais pas trouvé. Et après, je reconstitue le message. Donc 4e victoire, j'ai réussi à identifier le sens des 5 derniers octets en fait, d'un message de not on ou not off. Le premier octet est fixe
Et ce que je m'aperçois, c'est que l'entête diffère. Alors, il me manque quelque chose, mais l'entête diffère juste pour quand j'envoie mes battements. Mes battements ne sont pas exactement pareils. Donc, dans les derniers apprentissages, donc le numéro 5, jamais faire confiance à un ALM, surtout quand il s'agit d'un travail de raisonnement et qu'il n'existe pas forcément de travaux similaires associés. On risque il va nous bullshit, quoi. Hein. Message numéro 6, il ne faut pas hésiter à revenir aux fondamentaux, à ce que vous connaissez. Le brute force, ça fonctionne, mais la complexité est exponentielle, donc faire attention. Ça reste applicable tant qu'on a des tailles et des volumes d'échantillons qui sont raisonnables. Qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? Les pédales, puisque j'ai 2 pédales sur le piano, et séquence d'initialisation. En fait, quand j'allume le boîtier, il va échanger des choses avec le rail du piano. Et donc cette séquence, ce que je remarque, c'est qu'elle est reproductible d'un démarrage à l'autre. Au début, je dis mais c'est bizarre, il y a plein de choses bizarres. Et en fait, je m'aperçois que la fréquence n'est pas 1 MHz comme le reste. Et d'ailleurs, ce que je m'aperçois aussi, c'est que c'est à la fin de cette séquence d'initialisation, c'est à la fin de cette séquence de démarrage, que s'éteignent les LED. Donc voilà, je vous disais, séquence d'init à 1 MHz, ça ne marche pas. C'est une séquence d'init qui est à 115 200 Hz ici. Autre apprentissage, la fréquence de la séquence d'initialisation du NUART, ce n'est pas forcément la fréquence de travail. Ça peut être lié souvent à un mode de démarrage qui est un peu plus basique et sur lesquels les éléments ont besoin de se parler avec assurance. Et s'ensuit la réimplémentation, parce que c'est bien beau d'avoir compris comment ça fonctionnait, mais après, il faut l'utiliser. Donc j'ai suffisamment d'éléments pour implémenter le comportement. Et le rail de capteur, en fait, il est alimenté aussi par mon module de restitution sur sur un USB, j'ai 4 pôles. Je vous disais, j'en ai 2 qui sont utilisés pour les données, un pour la masse, et donc le 4e, il sert à alimenter. Et en fait, ici, c'est pas du 5 volts comme j'avais, qui était parti de ma prise d'USB, mais c'est du 12 volts qui circule et c'est du 12 volts continu. Et donc ça, je l'ai déterminé à l'oscilloscope. Donc c'est important d'avoir ça parce que pareil, tant que vous voyez des choses et que vous ne mesurez pas vraiment dans le temps ce qui se passe, vous ne pouvez pas avoir l'assurance de ce que vous avez. Voilà, et donc qu'est-ce qui se passe? Je veux décoder des choses. En fait, un protocole, c'est un langage. Comment je fais pour décoder un langage? Souvent, des compilateurs, ils utilisent un analyseur lexical ou syntaxique selon la complexité de la grammaire qui est derrière. Et donc là, vous avez reconnu un analyseur lexical. J'ai mon premier octet qui arrive. Suivant ce premier octet d'en-tête, je vais déterminer si c'est un battement d'horloge ou si c'est une note. Et après, je suis dans un état ou un autre où j'attends la fin du message et que je vais faire des choses. Surtout si j'ai une note, je vais valider que j'ai bien une fin de note derrière. Et j'envoie, dès que j'ai une note, je dis OK, je la convertis en MIDI et je l'envoie sur un périphérique MIDI virtuel que je vais pouvoir ensuite utiliser. Donc l'apprentissage qui suit, un protocole, ça s'apparente à un langage de programmation. N'hésitez pas, pareil, à revenir aux fondamentaux et donc tout ce que vous connaissez. Là, on a un analyseur lexical, je vais l'implémenter avec un automate d'état fini. Et là, j'utilise du Python, il y a un package qui s'appelle State Machine qui me permet d'abstraire tout le codage de l'automate. Côté hardware, parce qu'il faut quand même que j'aille chercher des signaux qui sont UART, donc il me faut une interface, je prends un dongle USB spécifique, et il existe plein de chipsets différents qui me permettent de parler en UART. Il y a le PL2303, CP2102 qui est beaucoup utilisé, etc. Là, je m'oriente vers un chipset qui s'appelle le FT232. Pourquoi ? Parce que celui-ci, il supporte nativement, on peut lui demander de supporter les signaux inversés. Donc ça m'évite d'avoir à mettre un autre truc en amont qui inverse les signaux, le niveau logique des signaux. Et là, j'ai un jeu des différences. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, à part que celui-là, il est bien sale à gauche, la différence entre ces deux chipsets. Il n'y en a pas, hein. Le premier, c'est une malfaçon. C'est une contrefaçon. Le comportement, par contre, est identique pour 99% des usages. Mais je n'ai pas d'EPROM. Sauf que quand je demande, via une interface à ce chipset, de passer en mode inversion des niveaux logiques,
ça me met le réglage et ça redémarre l'appareil, ça me le met dans les proms. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est la contrefaçon? Il me dit, OK, j'ai bien pris ton réglage en compte. Et après, quand je lis le réglage, il me dit, bah non, c'est toujours le même réglage. Et donc, je m'aperçois que cette partie-là, je ne peux pas l'utiliser. Donc voilà, je passe d'un FT232 à 7 euros à 14 euros pour pouvoir faire ce que je veux. L'apprentissage suivant, c'est que tous les périphériques ou chipsets ne sont pas égaux. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de la Rolls. Donc parfois vous avez des copies, mais peut-être que la copie peut être suffisante selon votre limitation, selon les limitations de ce que vous avez et de la copie et selon l'usage que vous en faites. Parfois non, et parfois il faudra investir dans la version officielle. Donc j'ai une cinquième victoire, c'est que j'ai pu implémenter ce protocole avec succès et j'ai pu m'interfacer avec mon rail de capteur à la place du module de restitution. Et je vous propose une démo. Voilà, c'est pas une DeLorean, mais je vous ai ramené mon piano sur scène. Alors, c'est pas ce que je veux, une seconde, je vais y arriver. Voilà. C'est un peu petit, donc je vais zoomer. Donc je vous disais, mon piano, je vais juste allumer le matos et on va pouvoir démarrer côté régie. Je te dis quand c'est bon. Je démarre dans le bon sens. Voilà. Ok, on est bon. Donc je vous disais, j'ai mon piano silencieux. Vous entendiez qu'il était silencieux. À partir du moment où je le branche, donc là je suis sur la sortie casque, sur le module de Restit que je vous ai ramené, j'entends le son. Le son est bon, sans être non plus le plus authentique possible. Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir récupérer le son, mais au lieu de le récupérer de la sortie MIDI, comme je vous disais, je vais aller le sniffer, ce son. Comment je vais faire ça? Là, pour l'instant, je suis branché, comme je vous disais, j'ai mon câble USB qui est ici. Là, je ne peux pas aller le faire, donc je vais utiliser cette platine que j'ai faite à partir d'une breadboard. Donc, comment ça se passe? Je sais que je rentre avec un USB, je vais faire un prolongateur USB. Et ce prolongateur USB, si tout ne disparaît pas, ce prolongateur USB, je lui ai mis des petites choses au milieu pour pouvoir identifier ce qui passe. Je surveille le timing. Ça, c'est pas ça, pardon. Voilà, donc là, j'ai mon analyseur dont je vous parlais. Et donc l'analyseur, en gros, j'ai jusqu'à 8 entrées dessus. Donc je vais me brancher la masse qui est bien identifiée sur la masse. Le premier et le deuxième, je vais les brancher sur mes deux signaux du milieu, puisque je vous ai dit celui de droite, c'est uniquement l'alimentation. Je vais couper. Je vais juste couper le volume chez moi. Ah ok, je laisse mute. J'éteins ici. J'éteins ici. Ouais.
Et donc, je débranche mon USB et je passe par ma boucle. Là, on va rebrancher tout ça. Et en principe, si j'ai pas fait de bêtises, mais je pense que si, parce que j'ai pas interconnecté mes signaux, il faudrait que je fasse ça différemment. Bon, c'est pas grave. Ouais, du coup, mon signal passe plus, mon signal est coupé parce que je me suis mis sur un pont. Alors, soit j'essaie de le rétablir. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà, donc là, je ne suis plus coupé, j'ai bien mon signal qui est reversé là-bas, je coupe ici. Voilà, donc là, non, je dis des bêtises, j'ai pas de signal. C'est juste un bon vieil effet démo. Non, je reçois bien des choses, mais il n'arrive pas à les envoyer. J'ai bien ma masse. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer rapidement la suite de la démo. Je voulais vous montrer là juste comment je récupère les trames, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous ai montré comment fonctionnait le système si vous voulez le faire. C'est juste une breadboard et après, à partir du moment où vous avez les entrées, vous pouvez aller regarder ce qui se passe. Rappelez-vous encore observabilité, vous n'impactez pas le système extérieur. Sauf que là, je l'impacte, mais voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais, donc ça c'est le FT232 dont je vous parlais, qui, quand il va être branché sur mon système, va me permettre de communiquer avec un protocole série. Donc, je ne vais plus avoir besoin de ça puisque je vais me faire passer pour lui, sauf la ligne 12 volts si j'étais effectivement avec le rail de mon piano. Je vais me brancher sur directement sur la sortie du rail. Donc la masse. Et donc je vais aller démarrer
du coup l'analyseur lexical. Qui attend des choses, donc c'est bon signe. Ou pas. Je vais vérifier juste que je ne suis pas branché à l'envers sur l'envoi et la réception. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, là, il a réussi à communiquer avec le rail qui est sous le clavier du piano. Et donc, il s'est fait passer pour cet instrument-là. Si je vais voir Pianothèque qui est juste ici, alors je vais vérifier que j'ai bien du son. Non, j'ai pas de son. Alors déjà, je peux lui dire, j'ai un Sideline Piano ici qui est un instrument virtuel, qui est celui qui est codé directement. Et est-ce que tu as du son qui sort de ton côté? Ah, super. Donc voilà, et là, si j'allume le piano qui va envoyer, donc c'est mon rail, je vous rappelle. Voilà. Donc là, j'ai le son qui va sortir de Pianothèque, et du coup, je peux bénéficier d'un instrument qui a un bien meilleur son que ce qui sort du module ici, et en temps réel. Voilà. Je vous ai préparé quand même quelque chose dans le thème. Merci. Je reviens à mes slides. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris? Déjà, première chose, n'essayez pas d'interagir avec un périphérique inconnu, vous risquez de l'abîmer. Soit de l'abîmer celui-là, soit d'abîmer votre appareil à vous. Donc, utilisez un moyen passif, rappelez-vous, oscilloscope, observabilité, tout ça. Ou analyseur logique, ça peut fonctionner aussi. Testez toujours un taux d'échantillonnage plus important, enfin plus grand que au moins 2 fois supérieur à la fréquence du signal de ce que vous jugez être bon, mais donc faites-le en excès. Si vous avez des paramètres qui peuvent varier dans votre analyse, faites-les varier un par un et en commençant par le plus simple à adresser. Il ne faut pas hésiter à faire les conversions d'une base à l'autre. Le protocole, vous pouvez toujours essayer de le deviner si vous avez un peu de connaissances. Donc, il ne faut pas hésiter à se documenter, à regarder, à demander de l'aide. Il y a des forums pour ça, il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup. Le nombre de fils, la vitesse, tout ça, ça peut vous donner des billes pour retrouver. Ne demandez pas à LLM de raisonner, à votre place en tout cas. Le brute force, ça fonctionne dans certains cas. Ça dépend de la complexité, ça dépend du volume. Donc, on en reste en complexité exponentielle. La fréquence d'une ligne série, ça peut varier. Je pense que ce n'est pas le seul protocole. Ça peut varier entre l'initialisation et le fonctionnement. Le protocole, ça peut être vu comme un langage de programmation. Donc, implémentation via une machine d'état, ça peut fonctionner très bien. Si vous avez à investir dans des périphériques, achetez celui dont vous avez besoin et faites attention aux copies chinoises si les limites de la copie font que vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est important, moi j'ai appris à persévérer, ça m'a pris 1 an, peut-être 2,
ce que j'ai fait là, sans jamais s'acharner, parce que de toute façon, au bout d'un moment, quand on ne trouve pas, on ne trouve pas. Il ne faut pas hésiter à mettre en pause et revenir plus tard avec des nouvelles idées. Revenir aux fondamentaux, parce que souvent, tout passe par de la théorie. Hein, les choses, elles ont été trouvées depuis 20, 30, 40 ans parfois. De prendre du recul et d'avoir une démarche itérative, se concentrer sur ses besoins, sur les priorités. Quand je vous parlais du checksum, je n'étais pas forcément obligé de le trouver pour que ça fonctionne, mais ça m'a été fort utile quand j'ai finalement réimplémenté la partie rail du piano pour la faire communiquer avec le module qui est là. Voilà, je voudrais remercier déjà toute l'équipe d'Orga du Prescamp. Vous faites un boulot qui est formidable, donc on peut les applaudir. Et pour leur support, ma famille en premier lieu, Whiskel et mes collègues ou anciens collègues qui sont là, et puis vous, le public, merci à vous. Et il nous reste 3 minutes s'il y a des questions. Oui. Oui. C'est vrai. Donc effectivement, le MIDI, au début, je dis qu'il y a une latence sur le MIDI et qu'on aurait pu la mesurer, cette latence, pour savoir justement à quoi on avait affaire. C'est vrai, et j'ai pas pris le temps là, mais je voulais justement la mesurer entre le MIDI et entre ce qui rentre au niveau de l'appareil, puisque je sais exactement maintenant les trames qui rentrent, et la sortie USB, puisque c'est du MIDI sur USB. Quelle est la latence? Et je pense que je pourrais avoir une belle surprise. Donc voilà, et donc je pense que là-dessus c'est important on améliore que ce qu'on mesure, donc de bien mesurer ça. Et effectivement c'est une leçon supplémentaire que j'aurais aimé faire passer, mais je n'ai pas eu le temps de le mesurer. Oui. Attendre le micro. Bonjour, merci en tout cas pour la présentation. J'ai une question par rapport à la dynamique des notes, à l'intensité qu'on peut avoir. Est-ce que tu as eu à gérer ce genre de soucis? Ou c'est le logiciel justement qui s'en occupe? La dynamique, en fait, c'est ce que je disais, c'est la vélocité, elle est codée entre 0 et 127. Ouais. Et donc le rail, enfin le capteur sous le rail, il envoie quelque chose entre 0 et 127. Et en fait, c'est lui qui s'occupe, c'est directement le rail qui s'occupe de déterminer vraiment quelle est l'intensité, et on peut lui donner des réglages pendant la phase d'initialisation ou bien pendant que ça tourne. On peut lui donner des réglages pour lui dire tiens, mets-moi quelque chose qui est plus sensible ou moins sensible, pour les gens qui appuient très fort ou les gens qui justement ont des doigts de fée, pour régler le niveau de sensibilité, pour que le rail va dire en fait j'ai des notes qui sonnent très fort ou j'ai des notes qui sonnent pas fort du tout en fonction de comment on appuie, mais c'est vraiment quelque chose qui est sur le rail. Le rail a lui-même son firmware avec du code qui est dedans. Ok, merci. De rien. Il nous reste 1 minute. Une question peut-être. Oui. Merci beaucoup pour ta présentation, je trouvais ça super intéressant. Je voulais savoir si du coup tu as finalement pu mettre en place ton système sur ton piano au final, ou si c'est la prochaine étape. Je l'ai mis en place avec l'ordi pour l'instant. Et puis ce que je disais, j'ai mis en place finalement le système dans l'autre sens pour pouvoir faire ma démo aujourd'hui. Qui est sur un ESP32, qui tombe sur un ESP32 et qui prend le signal en MIDI et qui va le régénérer comme si c'était un rail. Donc voilà, j'ai fait les deux et ça fonctionne bien. Mais par contre, effectivement, il faudra que je remesure, que je refasse mes mesures pour avoir plus de précision sur qu'est-ce que ça me fait gagner. Et on est time's up. Merci à tous.